C'est l'une des filières d'exportation aux côtés du coton et de la noix de cajou, la filière ananas. La production nationale avoisine aujourd'hui les 400 000 tonnes, faisant de ce fruit exotique le troisième produit agricole en termes de contribution au produit intérieur brut. L'enjeu aujourd'hui est de la porter à 600 000 tonnes et l'exportation à 12 000 tonnes par an. Mais pour y arriver, des défis restent à relever. Nous recevrons dans une trentaine de minutes le directeur des programmes en charge de l'ananas à l'Agence territoriale de développement agricole ATDA Pôle 7. Mais avant, on va s'attarder avec les confrères sur le projet de loi portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du genre et de protection de la femme en République du Bénin. Un énorme pas dans la lutte contre le harcèlement et les violences basées sur le genre, mais un projet de loi qui suscite quand même polémique, tant il semble discriminatoire et érigé contre les hommes. Ce sera dans le décryptage. C'est donc parti pour votre émission dominicale Wikeko. Bonjour à tous et bienvenue. L'AT1, c'est le mini-journal. Bonjour à tous, bienvenue dans le mini-journal de ce dimanche sur Wikeko. L'enseignant joue un rôle important dans le système éducatif, notamment dans la formation des cadres de demain. Mais ce métier peine à être valorisé. Quelques enseignants plaident donc pour la valorisation de cette fonction. Plus de précision dans ce reportage signé Patrick Adjaboudjou. Devenir enseignant, c'est exercer un métier passionnant et exigeant, celui de participer à la construction de la société en transmettant son savoir aux apprenants, futurs cadres de demain. Bien noter les cours, faire les exercices. Être enseignant, c'est aussi porter à la fois deux casquettes. Il est aussi bien enseignant qu'éducateur et est donc quelqu'un de très important dans la société parce qu'il est façonneur de l'avenir de l'enfant, façonneur de l'avenir de nos pays. Le métier d'enseignant est de ceux que l'on ne choisit pas par hasard ou sans y avoir été formé pour l'exercer. Pour alors réaliser chaque année de plus grandes performances académiques, il faut former les jeunes aspirants au métier d'enseignant. C'est le souhait de leurs devanciers. Moi, je ne veux pas que les enseignants travaillent dans des conditions aussi médiocres. Je me bats pour qu'ils aient la formation. Parce que les jeunes qui sont dans le système éducatif, pour la plupart, ceux qui sont appelés les préinsérés, qui sont sortis des universités, si vous prenez 3 coups sur 4, c'est des gens qui ont un profil universitaire. Ils ne sont pas formés pour, et donc on réclame pour eux une formation. Il est clair que l'on doit accompagner cette formation par tout ce qui va avec. À l'université d'Abomey-Calavi, la responsabilité des enseignants dans la formation des élites du Bénin de demain est aussi grande. À ce propos, il est important que le corps enseignant dispose d'un effectif qualifié et important pour assurer la formation des futurs cadres. Actuellement, il y a des facultés où vous avez 1500 étudiants pour un enseignant. Nous avons un problème de pénurie d'enseignants. Ça, l'État doit nous aider en recrutant un grand nombre d'enseignants au supérieur. Au supérieur comme au secondaire et le primaire, les enseignants veulent que l'État accorde un point d'honneur à la reconnaissance de leurs mérites ainsi qu'à leurs efforts. Ce n'est pas la récompense matérielle qui importe. On ne peut pas le récompenser sur le plan matériel. C'est la considération, la reconnaissance morale. La reconnaissance là, ça réconforte l'enseignant que, vraiment, je suis utile pour ma société. Et pour être vraiment utile à ces âmes qui ne demandent qu'à être bien éduquées et bien formées, ces formateurs rêvent de travailler dans un système éducatif attrayant. Le président Patrice Talon, il a dit qu'il rendra le métier très attrayant. Faites effectivement un effort pour que ce métier soit attrayant et non démotivant parce que l'enseignement est devenu un peu une sorte de salle d'attente dans l'espérance qu'on trouvera mieux. Enseigner est un art
prêter le serment de l'exercer ne saurait être un tremplin, le temps d'atterrir dans un autre métier. Ce faisant, c'est l'avenir du système éducatif qui en pâtit et par ricochet, la qualité du cadre qui en ressort. Au Bénin, si la société considère parfois les personnes handicapées comme des personnes vulnérables, il y en a qui prouvent le contraire et mènent des activités génératrices de revenus. Une de nos équipes de reportage a fait une incursion dans la vie d'un couple non-voyant. Les précisions à travers ce reportage. L'ensemble de tout ceci-là, on appelle ça les... Oui. Un grand bas pour elle. Germain Loko est un enseignant non-voyant, titulaire du certificat d'aptitude de l'enseignement primaire et spécialiste en informatique après l'obtention de son diplôme en 2016. Il met son savoir-faire au service de certaines ONG qui œuvrent pour l'alphabétisation des femmes. Malgré son handicap, sa relation avec ses collaborateurs apparemment ne semble pas difficile. L'ambiance, elle est vraiment bonne. On arrive bien à dialoguer. Ce qui m'attire le plus chez lui, je dirais que c'est sa formation dans le métier. C'est-à-dire qu'il n'a pas tenu compte de son handicap, soit disant, voilà, je ne vois pas pourquoi aller me faire former dans l'enseignement. J'apprécie sa manière de m'apprendre certaines choses. Loko Germain vit à Akpakpa depuis une dizaine d'années avec sa compagne. Aussi handicapés visuels, ils ont ensemble 5 enfants. Nous avons fait le même centre. C'est là que j'ai connu madame. Et en 2008, on a eu notre première fille. Bon, c'est vrai, l'entourage n'avait pas accueilli favorablement la chose parce qu'il se disait que comment allions-nous nous en sortir du fait que nous ayons le même type de handicap. Comme dans toutes les familles, le besoin de survie se pose. Comment arrivent-ils à s'en sortir malgré leur handicap? C'est vraiment difficile. Il faut dire que j'arrive à installer l'application qui rend les androïdes parlants. Et donc, s'il y a un frère handicapé visuel qui veut l'utiliser, il achète, on me contacte et je leur fais l'installation. Donc, je gagne un peu ses sous. Je ne peux pas dire que c'est difficile parce que tout vient du cœur. Quand tu as le cœur, tu peux tout faire. Le regard de la société sur cette famille n'est pas aisé et les enfants sont les premières victimes des préjugés. Ma fille est née, elle se plaint. Il y a des moments où le papa l'amène à l'école. Quand elle vient à la maison, elle dit « Maman, aujourd'hui, là, quand mon papa m'a amené à l'école, tu sais, il y a une copine là, elle a dit « Ah, c'est ton papa ça ?» Il ne voit pas, hein, ton papa est aveugle, il ne voit pas. C'est ta maman, ça, ta maman ne voit pas. Je dis, laisse tout ça, ça c'est rien ça. Même si ton papa ne voit pas, il arrive à te gérer. On arrive quand même à surmonter ça pour les enfants. On arrive à enlever leur cœur de cet obstacle. Être handicapé est peut-être un obstacle pour la réalisation de certains rêves, mais ce n'est pas une fatalité. Tendance ayant marqué une avancée spectaculaire dans l'entretien corporel, le make-up est l'ensemble des artifices utilisés pour rendre le visage plus agréable. Mais derrière cette apparence innocente, cette forme de maquillage du visage peut avoir des conséquences néfastes sur la peau à long terme. Certains effets indésirables, parfois graves, surviennent suite à l'usage non conforme des produits cosmétiques. Suivons ce reportage de Alessandra Diotan qui a fait une incursion dans un salon de make-up. Un visage radieux au contour relevé. Le secret, le maquillage. Voici qui donne le sourire et qui rehausse l'estime de soi. Dans la pratique, on parle de make-up. Quand vous faites le make-up, ça cache toutes les imperfections. Le make-up, c'est un maquillage. Ce sont des techniques cosmétiques qui sont utilisées pour améliorer, donner une performance dans la beauté, corriger donc certaines tares
et améliorer donc la beauté en gros. Simple ou surchargé, faire du make-up renvoie à l'emploi d'une multitude de produits cosmétiques. Vous avez besoin d'une bonne base pour que le maquillage ne coule pas. Vous avez besoin du fond de teint, d'une poudre, des fards à paupières. Les férus du make-up, on en dénombre assez pour multiples raisons. Pour moi, faire du make-up me permet d'abord de montrer autre aspect de moi et d'être plus jolie afin de pouvoir prendre des selfies. Je me sens belle quand je suis maquillée, j'ai plus confiance en moi. Mais il y a également des sceptiques. C'est pas mon fort, je n'aime pas le make-up. Quand je fais le make-up, j'ai souvent des taches au visage. En tout cas, je tombe malade. L'appropriation du make-up diffère ainsi d'une femme à une autre. Quant aux réactions cutanées signalées, elles sont liées aux produits utilisés. Le risque du maquillage est lié en général à deux choses en particulier. La première, c'est qu'on a un produit qui irrite la peau. Et le deuxième risque, c'est que le produit appliqué puisse de façon immunitaire déclencher une réponse immunitaire et aboutit donc alors à un eczéma, c'est-à-dire une allergie de peau. Le conseil que nous on donne lorsqu'il n'y a pas d'allergie, lorsqu'il n'y a pas d'irritation, c'est qu'il faut prévoir donc alors une lotion micellaire pour faire un démaquillage correct, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne font pas de démaquillage systématique, alors que ces produits en fonçant dans les pores peut donner en général donc alors de l'acné. Le démaquillage suivi d'un gommage régulier, telle est la routine à adopter quand on est accro du make-up. Vient ensuite cette autre mise en garde. Il faille que nous utilisions des produits de très bonne qualité. Parce que quand c'est pas de bonne qualité, c'est farineux déjà. Quand c'est la poudre, quand c'est le fond de teint, ça fait comme un plâtre. C'est pas lisse. Se maquiller ou faire le make-up reste un choix de vie et non une obligation. De nombreuses astuces existent au naturel et permettent d'embellir la peau. Ce sera tout pour le mini-journal de ce dimanche. Ne zappez surtout pas. Week Echo se poursuit avec Ulvaeus Balogun. Merci à vous Nadège Omolade Sani. Et sans plus tarder, on suit à présent la revue de presse économique. Bonjour, bienvenue à la revue de presse hebdomadaire sur Week Echo. Restriction de l'exportation de produits vivriers, l'embargo levé. L'information fait la une du quotidien La Nation paru jeudi. C'est une décision prise la veille en Conseil des ministres. Producteurs et autres négociants agricoles peuvent renouer avec l'exportation de produits vivriers, écrit l'auteur de l'article. Fraternité rappelle que cette décision fait suite à celle du 16 juin 2021 qui a instruit les ministres en charge de l'agriculture et de l'industrie et du commerce de mettre un embargo sur l'exportation incontrôlée des produits vivriers en raison de la hausse de leur prix sur le marché local. Entre-temps, la situation s'est améliorée à la faveur des premières récoltes. Après cette crise passagère, l'on note une disponibilité accrue des produits vivriers avec des prix raisonnables. Gaskiani Info, relayant aussi la bonne nouvelle, a pour sa part publié dans ses pages le compte rendu intégral du Conseil des ministres du 5 octobre dernier. Une autre annonce importante publiée par le journal La Nation cette semaine, c'est celle relative au projet du village de vacances d'Avlekete. Ce n'est plus qu'une question de temps pour que la localité d'Avlekete, dans la commune de Ouida, devienne un lieu de grande attraction pour les touristes venus des quatre coins du monde. Ce mardi 5 octobre, le contrat devant permettre la réalisation de l'infrastructure a été signé entre le Club Med et la Société des patrimoines immobiliers de l'État. Prévu sur une superficie d'environ 25 hectares, ce village de vacances est un complexe touristique de 330 chambres conforme aux standards de confort haut de gamme. En misant sur ce projet avec un coût d'objectif de 50 milliards de francs CFA, le gouvernement lance un signal fort et affiche son pari pour le label international de tourisme, a assuré le ministre en charge du secteur, Jean-Michel Abimbola, relayé par La Nation. Le développement, ça y est, titre Fraternité sur le même sujet.
Durant cette semaine qui s'achève, les différentes parutions se sont également intéressées à plusieurs autres sujets. Pêle-mêle, en éducation, suppression des modernes courts et longs. En 4e et 3e, la thérapie de choc, la face cachée de l'iceberg, écrit Fraternité. Grande première dans le monde numérique, lundi noir pour les amateurs des réseaux sociaux, peut-on lire dans le même journal. Insécurité grandissante dans la ville de Cotonou, le maire Lucas Tropo et son conseil municipal, ensemble avec les forces, décidés à en finir. Cette autre information émane du quotidien Jack Bata. Lutte contre les stupéfiants au Bénin, sale temps pour les trafiquants, a entre autres publié de son côté La Nation. Fin de cette revue de presse hebdomadaire, à dimanche prochain. Merci à vous, Alexandra Diotan. Et s'il y a sale temps pour les trafiquants, on dira sale temps également pour les harceleurs. C'est tout de suite le décryptage. Vous l'avez compris, on parle tout de suite du projet de loi portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du genre et de protection de la femme. Je suis avec les confrères déjà installés sur ce plateau. Jessica Gauthier. Jessica, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Au plaisir. À côté de Jessica, Benoît Wandia. Benoît, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. C'est moi. Alors, un nouveau cadre législatif, comme je le disais, profile désormais à l'horizon avec ce projet de loi portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du genre et de protection de la femme. Alors, quel est votre sentiment, vous, Benoît, en tant qu'homme? Bon, mon sentiment en tant qu'homme, d'abord en tant que citoyen, en tant qu'homme, je reste sans réaction, en fait, je reste froid. Je ne vois pas forcément cette loi comme une loi orientée contre les hommes. Ouais. Mais je vois cette loi, excusez de peu, comme une loi de plus. Une loi de plus. Parce que moi, je continue de penser que le Bénin n'a pas un problème de loi, mais le Bénin a peut-être un problème d'application des lois, un problème sociologique, en fait, par rapport à la loi. Et c'est peut-être à ce niveau qu'il est plus important qu'on mette le point, plutôt que des lois. Les lois pour réprimer le harcèlement, le viol, les interruptions de grossesse et autres, c'est pas ce qui manque en République du Bénin. Mais actuellement, ce sont des dispositions spéciales. Ça vient renforcer ce qui existait déjà. Oui, mais c'est au niveau de l'application que le problème va se poser. Il peut y avoir 100 lois pour réprimer une infraction. Quand cette infraction n'est pas signalée, qui punit qui au moment la faute est commise, l'infraction elle est commise, mais personne ne se plaint, personne ne signale. Le juge il est là. Il fait comment? Il n'est au courant de rien, il n'est pas un magicien. Donc, moi, je pense que l'arme nécessaire pour lutter contre toutes ces infractions-là existait en République du Bénin. Bon, c'est vrai qu'on donne un peu de poids à la nouvelle loi. On dit oui, les choses ont été corsées. Corsé pour être appliqué comment? La question, à mon niveau, reste toujours posée. Oui. Alors, Jessica, est-ce que vous êtes également de marbre, on va dire comme ça, comme Benoît, en tant qu'homme, pas en tant que citoyen? Alors, moi, merci beaucoup pour la question déjà. Moi, mon avis est assez mitigé. C'est vrai que je partage un pan de ce qu'il a dit. Mais en même temps, je crois que la nouveauté ici, c'est le fait que l'autorité s'implique davantage dans la lutte. Parce que les lois existaient, certes, mais là, c'est le président de la République lui-même qui entre en scène désormais. Et je crois que c'est bien sûr le jeudi 23, il a rencontré les députés. Tout à fait. Et on dit maintenant, il y a une nouvelle disposition qui punit tout ce qui est violence à l'endroit des femmes, notamment le harcèlement sexuel. Et je crois que c'est là qu'il faut accentuer beaucoup plus. Il faut mettre un point d'honneur sur cela, le fait que le président ait pris à bras le corps ce combat
parce que entre-temps, oui, c'est vrai, la justice était là, on emmène le problème au tribunal peut-être, et puis c'est réglé peut-être à l'amiable, peut-être ça aboutit, peut-être ça n'aboutit pas, mais aujourd'hui, puisque lui-même, il dit, bon, voilà, maintenant j'entre dans le combat, c'est comme si ça fait un peu peur. Désormais, ça fait un peu peur parce que, alors là, il faut que chacun reste dans son coin. Alors, de l'autre côté, c'est là que je partage son avis. Ce n'est qu'une loi de plus. Si tant est que les autres lois sont là, on ne sait pas forcément, on ne voit pas forcément l'aboutissement. Et en tout cas, moi, je reste encore optimiste. Je voudrais pas user de pessimisme parce que sinon, on va croire que on ne veut pas accompagner l'autorité dans cette nouvelle dynamique de protéger les femmes. Alors, l'autorité, vous l'avez dit, s'est impliquée dans cette lutte aux côtés des femmes. À votre avis, est-ce la banalisation des actes sexistes qui a pu le pousser ainsi à décider lui-même de s'impliquer dans la lutte? On va dire oui, je pourrais dire oui tout de suite sans embâche parce que on a l'impression que les gens ne comprennent pas forcément ou du moins ne sont pas forcément conscients de ce qu'il y a violence. Parce que ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi, il y a eu beaucoup de violations à l'endroit des femmes et on se pose beaucoup de questions. Est-ce que ce sont des humains qui le font? Est-ce que ce sont des gens qui ont des problèmes de... Mais ce n'est pas comme si ça n'existait pas avant. Si ça existait toujours, mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui sont dénoncées. Tout de suite, quand vous allez voir quelqu'un qui a été violé quelque part, quelqu'un aurait déjà publié l'information sur les réseaux sociaux. Mais entre-temps, ça peut être camouflé parce qu'on n'en parle pas. Ou c'est peut-être une communauté qui est au courant de ça. Et lorsqu'on emmène, par exemple, ça dans la famille, on peut dire, écoutez, si par exemple c'est un proche, parce que on griffe les questions de viol, c'est toujours quelqu'un qui est proche de vous, même le harcèlement, on peut étouffer, et donc je crois que aujourd'hui, avec les nouvelles technologies et avec le nouveau combat, il y a les féministes qui sont là, il y a les organisations de défense des droits des femmes qui sont là, qui dénoncent un peu plus la chose, et mieux, il y a, je dirais, comme une sorte de nouvelle saison qui donne beaucoup plus de poids aux femmes pour désormais parler de ces questions-là. Oui, c'est ça. Alors, Benoît, vous disiez tantôt que cette loi ne vous semble pas érigée contre les hommes, mais il est bien défini que l'infraction à raison du genre est une infraction pour la commission duquel le sexe de la victime est la considération préalable. Oui, et le chef de l'État l'a expliqué que les hommes pourraient se plaindre aussi. En fait, le chef de l'État n'a pas voulu faire du sexisme, de la différence du genre femme contre homme. Et c'est là, justement, que moi, je souhaiterais que ces nouvelles lois ne tendent pas à faire croire que l'Institut national de la femme serait un institut qui serait, disons, en plein combat avec les hommes. Dès qu'il y a une femme qui a des problèmes quelque part, l'Institut vient et tape tous les hommes qui sont dans les environs. Je ne souhaiterais pas. Et en plus, je pense que le chef de l'État, c'est vrai, il s'implique, mais... moi, j'évite un peu de voir une personne derrière une loi. Si le chef de l'État, 4 ans après, s'en va, ça veut dire que la loi n'a plus de force. Là, il y aura un problème. Donc, je souhaiterais que cette loi soit déjà vue comme une loi, comme toute autre. Mais c'est là un peu que je reviens sur ce que j'avais dit. Moi, j'aurais souhaité que la kyrielle de lois que nous avons déjà pour lutter contre ces infractions, que cette loi-là soit plutôt fasse objet de sensibilisation. Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez rencontrer des parents et leur dire, mais si vous donnez votre enfant élève à quelqu'un comme épouse, vous serez puni par la loi. Mais il y a des parents qui vont vous dire, mais c'est mon enfant quand même. Je n'ai pas vu l'État quand je le mettais au monde. Donc, voilà, moi je pense que c'est sur ce genre d'aspects qu'il faudrait appuyer, expliquer aux parents toutes ces lois qui existent pour leur faire voir un peu ces fautes-là que nous commettons sans savoir
quelles sont des fautes d'abord, ces actes que nous commettons sans savoir qu'ils sont des fautes et sans savoir vraiment que nous serons réprimés. Et quand je dis les parents, certains vont penser peut-être que c'est des gens qui ne sont pas allés à l'école et autres, mais même nous qui sommes allés à l'école, nous ne maîtrisons pas tout ce qu'il y a comme article, tout ce qu'il y a comme loi qui réprime certains de nos actes. Je ne vois pas vraiment la sensibilisation autour de nos lois, mais je vois plutôt des effets d'annonce par rapport à nos lois. Parfois, à la faveur des réseaux sociaux, on va parfois piquer un article d'une loi, ça fait le buzz, et puis après ça retombe. Est-ce la meilleure manière de promouvoir les lois ? Et moi, je ne partage pas toujours l'avis des députés quand ils finissent leur mandat et on dit oui, ce mandat a été prolifique, nous avons voté une centaine de lois, mais ces lois sont où? C'est le problème. Si nous sommes d'accord et nous le disons tous les jours que notre société a 80, je ne sais pas le pourcentage, 80% d'analphabètes et autres, et toutes les lois qui normalement sont votées en français puisque la Constitution dit que le français fait office de langue officielle et que nous finissons de voter ces lois, nous les rangeons, quitte à les ressortir juste au tribunal pour punir quelqu'un. Il y a quelque chose que nous devons corriger. Pas informé de l'existence. Non, c'est ce que je dis. Il y a quelque chose que nous devons corriger. Et donc moi je dis cette loi. Je vais peut-être y revenir tout à l'heure. Il y a des aspects de cette loi que personnellement je ne comprends pas. Pour le moment, on va certainement comprendre avec les députés, les discussions des députés à l'Assemblée nationale. Mais ce qui est intéressant dans ce projet de loi, c'est qu'il a mis un accent particulier sur la violence du genre en milieu scolaire, notamment les relations entre enseignants, apprenants, c'est désormais interdit. Je vais prêter les propos de la secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme, parce qu'on a bien voulu comprendre également cette disposition-là. Et selon ses explications, alors lorsque par exemple l'enseignant est disons en lettres modernes et son étudiante est c'est son étudiante, lui il est son apprenant directement, il ne peut pas y avoir relation amoureuse entre les deux. Alors dès l'instant où l'étudiante n'est pas son étudiante directement, la relation est permise parce que l'apprenant est dans la même classe que son professeur. Et ça va forcément avoir un impact sur l'apprenante en question. Parce que même si on considère que c'est vraiment de l'amour et que l'apprenante avait des compétences données, c'est déjà problématique pour les deux parties. En ce sens que ça va se savoir. Et l'enseignant n'a plus forcément le respect quand, par exemple, on fait une interrogation. Elle a peut-être bien travaillé, mais il ne sera pas forcément... il va essayer de l'avantager un tout petit peu quand même. Mais après, quand il a une bonne note, c'est une banalisation. Les autres peuvent se dire, de toutes les façons, c'est la petite amie du professeur, donc ça ne nous étonne pas. Donc, il y a forcément... il y a une relation intrinsèque entre ces deux-là, entre les notes, la relation amoureuse, donc c'est un peu problématique. Et c'est là que moi je vois l'importance de la chose quand on dit non, il faut pas qu'il y ait. Mais quand on sait que le contact crée l'amour, l'enseignant est tout le temps en contact avec ses apprenants et apprenantes. L'amour peut naître simplement par le fait que l'enseignant fait bien son cours. Oui, bien sûr, ça arrive tout le temps. Mais en ce moment-là, il risque de ne plus avoir d'enseignants dans les cours. Non, ça arrive tout le temps, mais il faut avoir de la retenue. Moi, ça m'est déjà arrivé de tomber amoureuse d'un professeur. Mais vu qu'il est mon professeur, je ne pouvais pas faire des gestes bizarres et tout ça pour qu'il le remarque forcément. Parce que moi aussi, je vais me sentir personnellement gênée parce que je ne voudrais pas qu'on me considère comme, la petite jupette du professeur. Donc, l'amour, on ne peut pas interdire ça, mais quelqu'un a dit quelque chose. On dit, si tant est que vous aimez la personne, alors attendez qu'elle finisse son cursus
et vous vous mettez en relation avec elle. Attendons qu'elle finisse son cursus sans savoir ce que demain nous réserve. Ah mais écoutez, l'amour est patient, dit-on. Dit-on, merci de le... Alors Benoît, quand on sait, je le disais tantôt, que le contact, crée l'amour, dans un contexte où on interdit ainsi les relations entre enseignants et apprenantes, est-ce que ça ne constitue pas un frein aussi à l'essor de ces apprenantes-là en situation de classe? J'ai eu la chance de suivre un peu la secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme. J'ai salué sa clairvoyance. Elle aurait pu se dire, voilà un institut, je suis la secrétaire, je vais mettre tout le monde en prison. Mais j'ai déjà vu l'avocate derrière ses propos. Elle nuance vraiment les dispositions de cette loi. En fait, elle veut voir clair d'abord pour savoir vraiment dans quel horizon se retrouver. Et c'est là, je disais tout à l'heure, que personnellement, je ne comprenais pas certaines dispositions de la loi. Je voudrais déjà dire que je ne saurais défendre le harcèlement. Quand vous avez une sœur ou une amie qui subit ce qu'on appelle véritablement le harcèlement, venant d'un professeur, c'est un drame. Surtout une étudiante, par exemple, qui voudrait soutenir et le professeur lui dit « Oui, dès que tu as le temps, viens, on va passer un temps ensemble ». C'est moralement, c'est presque un crime en fait. Elle est dans tous ses états, elle ne sait pas à qui se confier. Parfois, elles ont même des idées de suicide parce qu'elle se dit « Ma vie s'est arrêtée du moment où je ne peux pas contourner ce professeur-là ». C'est véritablement ça le harcèlement. Mais je ne vois pas une loi pour punir l'amour. C'est en fait mon embarras par rapport à cette loi. Ça. Une loi pour punir l'amour, moi je dis, qu'on m'excuse, mais c'est comme une palme aux aigris. On dit par exemple qu'un enseignant est amoureux d'un apprenant. Je voudrais parler d'apprenante pour ne pas parler tout le temps d'étudiants, pour qu'on nous dise que nous cataloguons les endroits d'éducation. Un enseignant amoureux d'une apprenante majeure et l'apprenante est consentante. Autrement dit, les deux sont amoureux l'un de l'autre. Qui va se plaindre là? Personne ne se plaint. Alors, il va se trouver un aigri dans le coin pour aller les signaler. Parce que c'est ce que la loi dit. Dès que quelqu'un vient vous signaler pour dire voilà, tel enseignant est amoureux, en tout cas, il y a une affaire d'amour entre... La loi vous punit. Moi, j'ai du mal à comprendre comment la loi peut punir deux amoureux qui ne font de mal à personne. Donc, c'est un peu ça, les aspects qu'on souhaiterait qu'on puisse nous éclaircir pour comprendre. Oui, je voudrais mettre un petit bémol. Vous savez, entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas. Lorsqu'on a peut-être commencé une relation, peut-être en début d'année, et 6 mois après, je suis plus très satisfaite de la relation et l'apprenante décide de plus sortir avec son professeur, par exemple. Lui peut ne pas accepter que les choses, la relation s'arrête comme ça. Et il peut commencer à y avoir de la pression, du harcèlement. Voilà. Et elle va l'expliquer très bien, Huguette Bokpa-Nyankadja, elle dit, pour qu'on dise que c'est du harcèlement sexuel, il faut qu'il y ait des preuves. Il faut qu'il y ait persistance de la chose. Il faut qu'il y ait une sorte d'humiliation, de pression à l'endroit de la femme. Mais comment tout ça n'est pas constitué. Justement, tout ça, comment est-ce qu'on arrive à appréhender cela? Quand on est en situation de classe, on ne peut pas forcément dire que c'est le professeur harcèle la fille, l'apprenante, si c'est sa façon d'éduquer, d'apprendre les cours. Mais il y a forcément, de toutes les façons, quand on ira devant au tribunal, par exemple, mais il faut qu'on voit des messages. Si je ne vois rien, c'est que je suppose qu'il n'y a rien. Alors, je dois voir des messages échangés entre les deux. L'autre qui dit non, je ne veux pas y aller, des invitations peut-être à des endroits donnés. Et on peut même comparer des notes pour voir comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et de toutes les façons, puisqu'on a dit qu'on a parlé de relations amoureuses entre professeurs et enseignants, déjà à partir de cet instant,
l'instant où on a dit non, il ne peut pas y avoir de relation amoureuse entre vous et que la relation a déjà commencé à un moment donné, ça s'effrite et qu'on en arrive au harcèlement sexuel, c'est déjà, vous êtes en train déjà progressivement de rentrer dans une infraction. Mais je pense que les hommes, la justice va faire son travail forcément, parce que je ne peux pas vous dire que vous me harcelez si je n'ai pas de preuves à exhiber. Mais justement, en ce moment-là, ça risque de devenir une arme dans les mains des femmes pour combattre les hommes avec qui ils ne sont pas peut-être en de bonnes relations ou des hommes à qui elles en veulent. C'est vrai que le harcèlement, vu du côté d'un enseignant ou d'une autorité face à une personne qui subit un peu les ordres de cette autorité-là, à ce niveau, le harcèlement peut être vite prouvé. Dès que vous envoyez des messages pour dire est-ce que tu tiens à rester au service, est-ce que mais quand le message, quand je vous envoie un message et que je supprime ça chez moi et que le message est uniquement chez vous, vous plaignez. Oui. On regarde dans votre téléphone, on voit le message, mais chez moi il n'y a pas le message. Non, on peut toujours, une fois que c'est envoyé, on peut toujours savoir ou voir l'authenticité de ces messages-là et savoir si c'est vraiment vous qui avez envoyé ces messages ou non. Donc je pense que dès que le côté harcèlement, véritablement harcèlement, intervient, moi j'étais déjà dans la logique que celle ou celui qui est harcelé puisse se plaindre. À ce niveau, c'est la victime, c'est la vraie victime, ça. Mais s'il n'y a pas, si personne ne se sent gêné, si personne n'est dans une situation de mal-être et que la loi va venir nous punir tous, j'ai du mal à l'expliquer. Et la loi dit même que l'enseignant qui est amoureux de son élève, les deux sont consentants, les parents apportent leur appui, que, y compris les parents, tout ce monde-là sera puni. Est-ce que vous êtes sûr que ce monde va finir par comprendre? On n'a plus assez de temps, on va finir sur un aspect, c'est l'aspect de la criminalisation du mariage forcé ou précoce et même l'aggravation des peines encourues. On sait que dans nos sociétés, encore aujourd'hui, le mariage précoce est de mise. Cela s'entend dans nos sociétés, cela se fait. Alors quand ces personnes ne sont pas suffisamment sensibilisées, on va toutes les mettre en prison avec cette loi-là. Nul n'est censé ignorer la loi, n'est-ce pas? Dit-on. Ah oui. Mais on ne sensibilise pas assez, comme l'a dit Benoît. C'est vrai qu'on ne et Benoît a vraiment insisté sur la question de la sensibilisation. C'est vrai que nous aussi, en tant que griffe lettrés, on a le droit d'aller voir, de connaître, de lire ces textes-là. Ouais. Mais au-delà de nous, ceux-là qui sont dans les communautés, parce que c'est dans les communautés beaucoup plus que ça se passe, il faudrait qu'on mette sur place, l'Institut national de la femme est là, je crois que l'Institut devrait déjà s'investir dans cette sensibilisation dans les communautés pour qu'on puisse véritablement comprendre. Parce que quelque chose est de dire, bon, on va punir pour ça. On va punir pour ça. Mais il faut leur expliquer pourquoi est-ce qu'on punit telle ou telle chose. Donc, c'est important qu'on vulgarise suffisamment ces lois-là. Benoît, je vous laisse le temps de réagir. Comment on peut arriver à vous punir si vous donnez votre enfant à quelqu'un, le mariage forcé et autres? Il faudrait qu'on l'explique aux parents, qu'on l'explique à la population. Le mariage forcé, la déscolarisation des enfants dans des conditions où les parents se disent c'est notre enfant, nous avons plein de droits, qu'on puisse expliquer. Moi, je voudrais, en guise de conclusion, inviter les autorités de l'Institut national de la femme à travailler avec toutes ces radios, Radio Béné Alafia, Radio Tongwa et autres, toutes ces radios qui font la promotion des langues nationales, à avoir des émissions pour expliquer les textes de loi. Je ne suis pas contre que ce soit juste des tests qui protègent la femme. Ça, c'est l'Institut, ça. D'autres structures peuvent promouvoir, expliquer aux populations d'autres tests. Mais nous avons besoin d'expliquer nos tests de loi en langue nationale. Sinon, nous allons répéter comme les Blancs le disent, nul n'est censé ignorer la loi. Mais si je ne comprends pas la langue dans laquelle la loi est écrite, comment je peux l'appréhender? Donc, on puisse faire un travail à la base avant d'aller vers le côté répressif. Merci à vous, chers confrères, pour vos différents éclairages. À présent, on installe le dossier de la semaine.
Je le disais, porter la production d'ananas de 400 000 tonnes à 600 000 tonnes et de l'exportation à 12 000 tonnes d'ici 2021, ou plutôt d'ici la fin de l'année 2021, telle est l'ambition du gouvernement. Une ambition qui se heurte à de nombreuses difficultés dont nous allons parler tout de suite après cet élément. Aujourd'hui, sur la scène internationale, l'ananas du Bénin est très prisé. Les acteurs de la filière en sont conscients et marquent une pause pour s'intéresser davantage à son développement. C'est la première édition des Journées de l'ananas du Bénin. L'activité de ce jour, au profit de la filière ananas, une des filières locomotives du pôle 7, choisie comme telle pour son potentiel économique, vise à améliorer les performances du maillon de mise en marché des produits des chaînes de valeur agricole de la filière ananas. Au menu de ces journées, différents panels pour rappeler les défis de développement de la filière et explorer les opportunités de financement et la pratique managériale pour la conquête du marché. Au niveau de DEFIA, nous avons, après le lancement du projet, entrepris la dynamique de l'accompagnement de la filière. DEFIA reste encore ouvert en ce qui concerne les différents besoins pour accompagner la filière au sein donc, de leur interprofession qui est l'AIAB. L'événement actuel que nous allons vivre pendant 3 jours est un élément qui va dans le sens de la mise en marché donc, du produit. Je voudrais à cet instant précis vous assurer de la totale disponibilité du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche pour accompagner et soutenir la mise en œuvre des résolutions pertinentes qui seront issues de vos réflexions pour le développement effectif de la filière ananas. Les Journées de l'ananas du Bénin, c'est aussi une foire. Ici, le visiteur a l'embarras de choix face au nombre dérivé de ce produit, Made in Bénin. Sur ce plateau, le directeur des programmes à l'Agence territoriale de développement agricole, ATDA, Pôle 7, Moreno Dadjo. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être avec nous. Merci, c'est à moi. Et pour m'accompagner dans cet entretien, comme d'habitude, tous les dimanches, Rodrigue. Oui, Loïs Balogun, nous sommes encore là. C'est un plaisir d'être encore des vôtres, mesdames, messieurs. Bonjour. Nous parlons aujourd'hui de la filière ananas, une filière qui, au Bénin, fait partie des principales d'exportation aux côtés du coton et de la noix de cajou. Le Bénin occupe d'ailleurs encore une place marginale dans la production mondiale. Moreno Dadjo, vous êtes directeur des programmes à l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 7, une agence qui d'ailleurs a pour mission de mettre en œuvre une politique de promotion des filières porteuses spécifiques au plan de développement agricole. Alors, à l'ATDA, quelle est la politique mise en œuvre pour promouvoir l'ananas? Bien sûr, l'ATDA Pôle 7. Okay. Merci, monsieur le journaliste. À l'ATDA Pôle 7, qui a en charge la promotion de la filière ananas comme filière, sa première filière locomotive. Oui. La politique mise en œuvre est basée sur le programme national de développement des filières qui a été adopté par le gouvernement et qui met d'abord en ordre de bataille un certain nombre d'objectifs à atteindre sur une stratégie basée essentiellement sur la facilitation, un mécanisme de facilitation de l'accès aux facteurs de production à prix subventionné au profit des producteurs. Donc, ce mécanisme se déroule pour aider les producteurs à avoir accès aux semences de qualité à prix subventionné, à avoir accès aux engrais et pesticides de qualité, aux équipements de production et de transformation à prix subventionné. C'est un modèle nouveau où l'État prend la responsabilité sur les ressources nationales d'aider directement un producteur ou un transformateur à avoir accès à un équipement ou un intrant en sollicitant de sa part une contrepartie et l'État paye la seconde partie. Donc ça, c'est la stratégie vraiment globale qui est mise en œuvre et ça se déroule dans les différents maillons de la filière. Il y a aussi un deuxième pilier qui est la facilitation de l'accès aux connaissances et aux compétences dans les filières en mettant en place un dispositif de conseil agricole dédié à chaque filière et dans l'ananas,
c'est le cas. Déjà avec plusieurs partenaires, nous déroulons aujourd'hui un conseil technique spécialisé avec des animateurs, des techniciens qui sont dédiés uniquement à cette filière. Le troisième pan, c'est la facilitation de l'accès des acteurs de la filière aux outils de mise en marché, de commercialisation et enfin l'accompagnement au financement avec les outils du FNDA notamment. Très bien. Et au vu de tout ça, est-ce que réellement la TDA Pôle 7 a pu réaliser certaines actions pour remplir comme cela se doit chacune de ces missions? Oui, plusieurs actions sont menées, mais je vais d'abord dire simplement quelques indicateurs pour nous permettre d'apprécier le chemin parcouru depuis 3 années que la TDA est là. Il faut dire que les objectifs assignés au PNDF Anana de façon globale, c'était d'abord de faire passer la production nationale qui était autour de 244 000 tonnes en 2016 à 600 000 tonnes en fin 2021. Et de faire en sorte que la transformation qui était autour de 12% puisse atteindre environ 50% de la production de 2021 et d'augmenter les exportations jusqu'à 12 000 tonnes de fruits frais. Alors, sur ces 3 grands indicateurs, aujourd'hui, je peux vous dire que pour la production, nous sommes actuellement, en fin 2020, nous avons atteint 440 000 tonnes de fruits frais produits, d'ananas frais produits au Bénin, c'est-à-dire pratiquement doubler la production initiale de 2016. Sur la transformation, actuellement, comparé à ces 440 000 tonnes, l'année dernière, nous n'avons pu transformer que 100 000 tonnes environ. Donc, ça a environ 20%. On est encore loin de l'objectif de 50%. Et pour les exportations de fruits frais, nous avons connu des difficultés dans le passé qui ont fait qu'il y avait des dépassements de limites de résidus dans les ananas qui ont fait que le Bénin s'est auto-suspendu de l'exportation sur les téfons, ce qui a mis un peu à mal les exportations de fruits frais et qui ont repris lentement et qui actuellement, en fin d'année dernière, ont pu atteindre quand même les 1160 tonnes. Mais parallèlement à cela, le Bénin a pu trouver d'autres niches pour exporter de l'ananas vers l'Union européenne, mais sous forme transformée. Aujourd'hui, dans le monde entier, le Bénin est le leader du jus d'ananas bio et le leader mondial du jus d'ananas bio. Et les jus d'ananas bio du Bénin sont très recherchés. Et c'est sur cette base aujourd'hui... Qu'est-ce qu'on met dans le jus d'ananas bio? En fait, vous avez pour toute spéculation agricole 2 modes majeurs de production. Un mode que nous appelons conventionnel, où vous pouvez utiliser les intrants chimiques, les engrais chimiques, conservateurs, tout ce que vous voulez. Un mode naturel, où vous n'utilisez que des produits organiques, biologiques certifiés. Et cela fait que lorsque, de plus en plus avec les questions de santé dans le monde, la préoccupation des consommateurs pour leur santé, certaines maladies qui sont prouvées être... de plus en plus de consommateurs souhaitent avoir des produits biologiques. Et le Bénin a les 2 formes d'ananas, c'est-à-dire les ananas conventionnels et les ananas biologiques. Donc la TDA travaille aujourd'hui très fortement avec les acteurs pour que l'ananas biologique puisse avoir de plus en plus de place sur le marché et se développer. Donc même si on n'a pas pu atteindre en fruits frais les objectifs 12 000 tonnes pour le moment, on a pu en équivalent de fruits transformés, parce que le Bénin fait de l'ananas séché qu'il exporte vers l'Union européenne, le Bénin fait de jus bio qu'il exporte à l'Union européenne, et le Bénin fait aussi des découpes d'ananas surgelés qu'il, avec Blue Sky par exemple, qu'il exporte. Donc quand nous faisons l'équivalent de toutes ces quantités-là, nous sommes au-delà déjà de 4 000 tonnes d'ananas ou d'ananas frais ou dérivés d'ananas qui vont sur le marché européen. Maintenant, pour le marché régional, nous avons une grosse quantité de notre ananas, plus de 50% de notre ananas frais qui va au Nigeria, au Mali, au Burkina. Mais c'est la première destination aussi des jus d'ananas classiques que vous avez sur le marché. Beaucoup d'unités de transformation le font, mais destinent ça au Sénégal, au Mali, au Niger
et au Burkina Faso surtout. Très bien. Alors, vous donnez ainsi les chiffres d'exportation de la filière aujourd'hui, aussi bien au plan régional qu'au plan mondial. Mais dites-nous, l'objectif de transformer 300 000 tonnes d'ici 2021, nous sommes en octobre actuellement. Décembre, c'est pratiquement dans 2 mois. Est-ce qu'on est certain d'atteindre cet objectif-là? Des 300 000 tonnes. On n'est pas certain d'atteindre, puisque, comme je vous l'ai dit, en fin d'année dernière, on a pu transformer 100 000 tonnes. Oui. Et cet objectif était tributaire, l'atteinte de cet objectif est tributaire des investissements dans les unités de transformation. Et à ce niveau-là, c'est surtout les investissements privés directs. C'est pas comme les petits producteurs où avec un petit appui, on peut y aller. Donc le mécanisme qui est mis en place, c'est d'aider ces unités de transformation, à se mettre aux normes pour que leur production soit acceptée, mais aussi à avoir des équipements de qualité, mais aussi à avoir des fonds de roulement suffisants. Parce que ça, c'est le goulot d'étranglement majeur. Une unité de transformation a besoin de s'approvisionner en bouteilles, en carton, en capsules, mais aussi s'approvisionner en fruits frais, en grande quantité, payer ses salaires, payer l'électricité et tout, transformer et garder le produit transformé pendant des mois pour l'écouler. Donc aujourd'hui, c'est le goulot d'étranglement majeur qui a fait que, malgré cette volonté, on a eu du mal à être suivi par les investisseurs privés, mais aujourd'hui, avec le mécanisme de FNDA, par exemple, on a pu déjà mobiliser du financement pour 10 projets qui totalisent un crédit de 2,6 milliards, qui sont déjà en cours de financement. Il y a encore d'autres dans le pipeline. Et pas plus tard que le mercredi dernier au Conseil des ministres, le compte rendu, vous devez avoir appris que le gouvernement a encore autorisé une unité industrielle à s'installer à Sémé, justement pour le jus. Aujourd'hui, vous allez voir, l'ananas est le fruit le plus démocratique au Bénin. Vous allez n'importe où vous trouverez de l'ananas. Il y a quelques années, ce n'est pas ça. Donc on a d'abord travaillé fortement sur la production. Maintenant, il y a de la masse et nous sommes dans le chantier de la transformation. Hier encore, avec notre partenaire DEFIA, on a eu un mécanisme de mise en place des équipements au profit des transformateurs. Sur les ressources PNDF de cette année aussi, c'est prévu d'accompagner les transformateurs en équipement de transformation pour permettre quand même d'aller de l'avant. Nous ne sommes pas sûrs d'atteindre les 300 000 tonnes de produits transformés, d'ananas transformés en fin d'année, mais nous allons progresser des 100 000 tonnes qu'on a déjà fait en 2020 à 150 000 ou 160 000. En attendant d'atteindre ces chiffres-là, récemment vous organisez les premières éditions des journées de l'ananas. On l'a d'ailleurs suivi dans l'élément témoin. Dites-nous, quelles ont été les résolutions de ces premières journées? Oui, les résolutions, c'était... D'abord, je voudrais m'interroger sur pourquoi des journées de l'ananas. Oui, les journées de l'ananas parce que désormais, nous voulons à la TDA Pôle 7 et en application, disons, pour suivre la volonté du chef de l'État et de toute l'équipe gouvernementale, que le Bénin soit reconnu dans le monde pour son ananas. La qualité de l'ananas du Bénin est déjà reconnue. Mais on veut aujourd'hui que le nom du Bénin soit rattaché réellement à l'ananas. Donc il faut faire une communication suffisante et permettre aux acteurs, offrir aux acteurs une occasion de se rencontrer, d'échanger leurs expériences, de découvrir les innovations qu'il y a dans la filière et permettre de faire des rencontres B2B pour permettre de tisser de nouveaux liens d'affaires et d'aller de l'avant. Donc c'est ça ce qui fonde les journées de l'ananas. Et chaque année, ces journées vont désormais se tenir et pour permettre de mettre l'ananas du Bénin en lumière. Que faut-il retenir de ces premières journées-là? Oui, ces premières journées nous ont permis quand même de découvrir qu'il y a beaucoup d'initiatives et qui sont prises dans la filière par les acteurs directs, que ce soit les services d'appui public, les ministères du Commerce, le ministère de l'Agriculture, l'APIEX, le FNDA, tout ça des accompagnateurs, mais les acteurs même font des merveilles. Aujourd'hui, vous allez découvrir au Bénin que l'ananas nous sert
l'ananas nous sert à fabriquer du jus, à faire des découpes, à faire du séché, à faire du vin, à faire même des whisky, des liqueurs de très très grande qualité qui peuvent rivaliser avec les whisky sur le plan international. Nous pouvons, à partir des produits dérivés de transformation, et cultiver du champignon comestible. Nous pouvons fabriquer du gaz, du biogaz, nous pouvons fabriquer des engrais organiques et tout ça là, a été vu sur les stands de la foire. Donc aujourd'hui, la résolution majeure, c'est qu'on doit pérenniser cette action, mais aller au-delà, et les acteurs l'ont souhaité, pour que des campagnes de communication à l'international sur l'ananas du Bénin soient réellement organisées et que pourquoi pas dans quelques années, ces salons puissent se déplacer même dans les autres pays pour que les gens découvrent l'ananas du Bénin, que le Bénin organise ça même à l'étranger d'ici quelques années. Justement, pour que les quand gens vous parlez des liqueurs qu'on peut avoir et qui sont de meilleure qualité, est-ce qu'on arrive déjà à exporter ces liqueurs-là par exemple à l'extérieur? Pour le moment, oui, et il y a déjà le vin que les fabricants arrivent à exporter. Il y a pour le whisky, et le promoteur qui est sur le projet est dans la phase de finalisation de ses emballages pour pouvoir lui permettre d'avoir un branding attrayant à la hauteur des marchés qu'il cible. Et ça fait partie d'un des chantiers importants aujourd'hui. On produit l'ananas, mais il faut mieux le présenter pour qu'il puisse se vendre à un meilleur prix. Alors on parle de l'ananas béninois. À l'entendre, est-ce que c'est un seul type d'ananas qui est exporté ou... Non, au Bénin, nous avons deux grands types d'ananas en termes de variété. Il y a la Caenlist, un ananas un peu arrondi, un peu gros et à une couronne courte. Et un ananas que nous appelons le pain de sucre. Le pain de sucre qui d'ailleurs a été labellisé et qui porte une indication géographique. Bien sûr. Qui est très protégé, qui est très prisé sur le marché européen. Oui, tout à fait, très prisé parce que c'est un ananas dont le goût est particulier. Lorsque vous le cultivez n'importe où ailleurs, hormis le Bénin, il n'a jamais le même goût. Donc ça nous a valu une reconnaissance de l'OAPI qui nous a donné cette indication géographique et qui permet de distinguer l'ananas du Bénin, l'ananas pain de sucre du plateau d'Alada comme un ananas particulier qui a une chèvre vraiment sucrée et raffinée. Même le cœur est aussi très agréable à manger et c'est un fruit dont le goût est très agréable. Donc c'est cet ananas typique du Bénin qui fait vraiment la fierté des producteurs béninois et c'est un ananas, quand vous le prenez, il n'est jamais acide. Très bien, et donc, on va finir rapidement puisque le temps tire déjà à sa fin. Dites-nous quels vont être les défis aujourd'hui de la filière ananas? Les principaux défis aujourd'hui de la filière ananas, c'est déjà de faire en sorte que nous puissions tenir la tendance haussière dans la production, dans la transformation et dans l'exportation. Et ça, c'est d'abord le respect des itinéraires techniques et des normes. Et pour ça, les différentes structures du ministère de l'Agriculture en charge de ces questions, la BSSA, le laboratoire central, les ATDA, les DIDAP, ils œuvrent tous les jours aux côtés des acteurs pour que désormais tous nos produits reçoivent les certificats sanitaires, que les gens aient l'autorisation de mise en marché, les agréments UEMOA. Donc ça veut dire qu'ils doivent montrer patte blanche dans la qualité de leurs installations, dans la qualité de leurs procédés de production et de transformation. Ça, c'est un défi majeur aujourd'hui que nous devons relever. Et le deuxième challenge important, c'est de faire en sorte que le financement des acteurs soit de plus en plus densifié. Nous sommes arrivés à une échelle aujourd'hui où le Bénin a besoin d'investissements massifs dans la transformation pour qu'on puisse avoir, pourquoi pas, 3 usines comme JTU, 3 usines comme IRA, 3 usines comme Blue Sky. Oui, je suis leur avocat. Je suis l'avocat de mes acteurs parce que c'est leur résultat que moi je vends. Donc je m'excuse si j'ai appelé des noms, mais c'est des flambeaux. Très bien, merci Moreno Dadjo. Rappelez-nous rapidement quelle est la part de la filière au PIB national. Au PIB national, la part c'est 1,2%, au PIB agricole au 4,3%. Aux dernières études de l'INSIDE. Ce sera votre mot de fin. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Ulaïs Balogun.
il faut certes miser sur l'exportation, mais il faut appeler également à consommer le local. Et d'ailleurs, on est dans le mois du consommant local. Absolument. Consommer de l'ananas produit au Bénin. De l'ananas pour les Béninois, produit au Bénin. Il faut en consommer suffisamment. Merci Rodrigue Babagüeto, merci Moreno Dadjor d'être passé sur ce plateau. Ce sera tout pour Week Echo de ce dimanche. Merci pour votre aimable attention également. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj, mais également sur les pages Facebook de Bénin Business 24 et de votre émission Week Echo. Portez-vous bien et à dimanche prochain.